Bon, je pense qu'au Kaya, on va quitter. Pardon? Puisque c'est... Non, s'il vous plaît, pas de débat comme ça. Puisque c'est la dernière intervention. Oui, c'est la dernière intervention. Moi, je tiens à te remercier, Alain, pour nous avoir conviés à cette discussion très intéressante. Et merci, Emmanuel Todd, de vous être prêté à cet exercice qui n'était pas toujours aisé. Alors moi, effectivement, je réaffirme les points de convergence qu'il y a pu avoir avec votre livre, qui, à mon sens, a été vraiment salutaire dans sa contribution au débat public. Malgré tout, je reste un peu sur ma faim par rapport aux questions que je vous ai posées. Et ce que vous venez de dire confirme un petit peu les zones de flou que j'avais eu le sentiment d'entreapercevoir en lisant votre ouvrage. À savoir que j'ai le sentiment de vivre dans un pays qui se nourrit d'un certain déni par rapport à la construction historique et systémique du racisme. Et c'est, je crois, ce qui me semble manquer peut-être dans votre analyse, lorsque vous parlez de ce film justement Casse Départ et que vous expliquez que vous avez été peu sensibilisé à l'esclavage alors qu'on est un pays qui a un passé esclavagiste très sensiblement proche des États-Unis, ça montre vraiment l'absence d'un narratif relatif à cette histoire spécifique dans l'imaginaire collectif français, y compris pour quelqu'un qui, comme vous, est un intellectuel, est un universitaire. Donc pour moi, votre réponse, elle fait écho au fait que moi, je vois un lien très clair entre l'arabophobie et l'islamophobie. Pour moi, je crois que le fait que, ça a été très bien relevé par Ismaël Chouder, le fait que l'État soit un des principaux acteurs de l'islamophobie, c'est quand même quelque chose qui est lié à une histoire et qui est lié à quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, mais à l'histoire coloniale quand même de la France. Et je crois que... Il me semble très difficile de parler de l'islamophobie d'aujourd'hui sans évoquer les sources dans lesquelles il puise son registre. Et pour moi, on ne devient pas en une génération, puisque moi mes parents sont nés indigènes, on ne passe pas de indigène à français à part entière en une génération. Et je crois que dans l'imaginaire collectif, il y a quelque chose qui est extrêmement difficile à admettre, c'est la revendication d'égalité, la revendication d'identité au sens identique de ces Français qui sont les enfants de ceux qui autrefois étaient juridiquement considérés comme inférieurs. Et donc c'est pour ça que je posé cette question-là, parce que pour moi c'était assez difficile il était difficile de ne pas faire le lien entre ce racisme-là qui était autrefois peut-être acceptable. Vous avez dit qu'au début des années 80, il n'y avait pas de problème. Je rappelle, même si je n'étais pas née, en tout cas pas longtemps, dans les années 70, il y avait quand même des phénomènes de ratonnade qui étaient importants et qui sont fruits de cette histoire-là. Donc quand on évoque, quand vous dites par exemple, de la même manière quand vous évoquez la loi de 2004 et que vous dites qu'elle est la loi sur l'école 15 mars 2004, et vous dites que ça s'est très bien passé, tout est une question de perspective et de point de vue. Je pense que du point de vue des jeunes femmes qui n'ont pas pu être scolarisées, ça s'est pas si bien passé que ça. Je crois que tout ce qu'on vit aujourd'hui est la conséquence de cela, parce que finalement on a une génération de jeunes femmes aujourd'hui et de gens qui sont de leur environnement, qui sont aujourd'hui des adultes et qui ont vécu l'expérience de l'exclusion, une exclusion qui n'a pas été générée par des classes moyennes bourgeoises, mais par l'État. Et je crois que ce qu'on voit aujourd'hui en termes de ressentiment, en termes de rancœur, c'est vraiment une réponse à un racisme qui est structurel et qui est un racisme d'État, et qui se traduit aujourd'hui par une islamophobie, mais qui est vraiment puise ses sources dans une histoire séculaire et longue. Et je crois que c'est important de connecter cette histoire-là, de ne pas simplement dater l'islamophobie d'une dizaine d'années, parce que c'est une histoire qui me semble autrement plus longue. Et je crois que c'est tout. Et en tout cas, merci à tous. Oui, donc moi je voudrais peut-être en guise de conclusion répondre en tout cas avancer des éléments de réponse par rapport à des questions qui ont été posées, ou en tout cas des interpellations. Dire peut-être qu'il n'y a pas d'un côté des islamophobes, de l'autre côté des musulmans. Il y a d'un côté des islamophobes, un racisme d'État, une islamophobie qui produit une législation d'exception à l'endroit d'un corps d'exception, parce que colonial, et s'inscrivant dans une généalogie coloniale, et que finalement, cette production de législation d'exception, avec tout le cortège de lois, de circulaires ministérielles, de propositions de lois à répétition, depuis à minima 2004, et en fait depuis 1989,
s'inscrit quand même dans un continuum complètement discriminatoire à l'endroit d'une même population qui est appréhendée comme justement n'étant pas d'ici. Et c'est pour ça que par rapport sur le registre de l'assimilation, alors je vais peut-être verser dans la provoque, mais moi je me trouve assez bien assimilée du coup. Parce que je suis le produit de mon histoire aussi. Alors, Rokhaya disait qu'elle était la seconde génération. Moi, je suis la troisième génération. Mes enfants sont la quatrième génération. Et on continue toujours à m'inscrire dans origine de... Pourquoi? Parce que... en tout cas, le postulat que vous faites, Emmanuel, en tout cas, non, je crois que c'est plus un postulat, c'est une conviction, par rapport sur le registre assimilationniste, c'est que ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la République jacobine, aux citoyens abstraits. C'est-à-dire que pour coller à un modèle prétendument abouti, en termes de citoyenneté et d'intégration, en fait, il faudrait se départir de tous ces attachements et coller à un modèle. Et c'est là où vous vous situez peut-être, en tout cas je ne sais pas, je suis complètement peut-être à côté de la plaque, mais moi je ne suis pas dans le « ou », c'est-à-dire française ou musulmane ou autre chose. Je suis dans le « et », française et musulmane et provençale et d'origine algérienne et ainsi de suite. Et je pense que là où vous parlez de crise religieuse, moi je parle de crise de sens. Et moi, le postulat, ou en tout cas l'hypothèse que j'aimais, c'est peut-être de dire, si on est dans une telle gadoue, c'est parce que justement, peut-être qu'on met le curseur là où il ne faut pas, et qu'actuellement l'islamophobie est véritablement un marqueur identitaire, premièrement, et deuxièmement, l'islamophobie est devenue en fait un acte patriotique. Donc oui, et juste aussi parce que moi je peux pas aller, ça m'a véritablement interpellé, mais Rokhaya l'a dit, je vais enfoncer le clou. Qui en fait, qui a légitimité ou qualité ou qualification à dire que finalement la loi du 15 mars 2004, tout s'est bien passé, tout est rentré dans l'ordre? Si je forme le postulat que tout s'est bien passé, on n'en serait pas à persécuter des jeunes filles au prétexte de la longueur de leur jupe ou de la longueur de leur bandeau. Voilà. Bon. Je trouve ça très intéressant de terminer sur ce désaccord, en fait. Vous n'allez pas abolir, je ne vais pas abolir, enfin, c'est comme ça. Reste que quand même, ces jours-ci, on est plutôt du même côté. Hein? Nous avons une illustration de la diversité du monde qui n'aime pas l'islamophobie, mais de façon très différente. L'un des trucs sur lesquels je réfléchis d'ailleurs en termes d'analyse, c'est la définition d'échelle d'islamophobie, 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfin le 0 n'existe pas, etc. Alors quand même, donc on a ce... Peut-être je peux commencer par ça. Vraiment, si on va au niveau... Pour moi, c'est pas des valeurs, vous avez raison, c'est pas des postulats, c'est une façon de sentir et moi, c'est une sorte de conviction humaine. Je pense que les gens qui viennent de l'étranger, je le dis dans le livre, je pense que l'aspiration fondamentale des gens, c'est d'être, bon, bien sûr, fidèles à leurs origines. Je suis très fidèle à mes origines, personnellement, je suis de toutes mes origines. Ça peut rester aussi. Mais l'aspiration fondamentale de l'être humain qui arrive dans une société étrangère, qui est effroyablement dominante, c'est de devenir un homme parmi les hommes. C'est pas d'être séparé. Moi, c'est ça que je pense. Et je dirais que je ne crois pas à la sincérité du discours sur le respect de la différence. Et en défense ultime du modèle français, vous me ramenez finalement au destin des immigrés à l'époque où j'étais plus optimiste. Et donc là, j'étais dans une critique assez féroce du multiculturalisme anglo-saxon et sur la... Comment dire, sur le... C'est bien que le mot jacobinisme ait été présenté parce que je sais que l'image de la France, la théorie de la France, c'est le jacobinisme, c'est tous pareils, tous assimilés pareils, pas une tête ne dépasse. Mais ça, c'est la théorie.
la pratique de la France est très différente. La France, c'était un tiers de catholiques auquel on finit par foutre la paix. Et j'avais étudié en détail, comparé en détail, la façon dont se faisait l'assimilation des Juifs aux États-Unis et en France. Et donc, c'était très différent. C'est-à-dire que au pays du multiculturalisme, le taux de mariage mixte s'était élevé très tardivement et massivement à partir du moment où la société américaine avait éradiqué tout ce qui était spécifique de la famille juive. Et Dieu sait si la famille est importante dans la tradition juive. Donc une fois que les Juifs américains avaient été débarrassés, si on peut dire, de la solidarité des frères, des cousins, de tout ce qu'on veut, et réduits à la famille nucléaire anglo-saxonne la plus pure, ils entraient dans le truc de mariage mixte. La France, c'était différent. Bon, j'ai dit c'était un peu plus long, mais il y avait cette possibilité de rentrer dans la société française avec une sorte d'admission de la laïcité, etc., mais d'entrer et avec des mariages mixtes, tout en gardant plus du familialisme juif. Vous voyez, en fait, dans la pratique française, et je dirais que le multiculturalisme, c'est un beau discours sur la diversité et en fait une recherche d'homogénéité souterraine. La France, c'est un discours théorique niveleur, et puis en pratique, on laisse filer, la vie des provinces est tellement différente. Vous passez de Bretagne en Provence, c'est pas les mêmes Français. Entre un catholique zombie et si vous comparez la vie sexuelle d'un breton et d'un provençal, vous allez avoir des surprises. C'est pas le même monde. Hein? Vous voyez, c'est vraiment aujourd'hui. Donc il y a une vraie diversité en France. Mais bon, cela dit, on n'est pas. Comment dire alors par contre, l'objection qui est complètement acceptable pour moi, où je reconnais que j'avais, c'est vrai que dans tout mon travail, et ça avait commencé avec le destin des immigrés, j'ai eu une vraie faiblesse sur cette histoire de mémoire de la colonisation. Je veux dire, c'est vrai que c'est un truc, mais c'est pas du mauvais esprit, c'est juste qu'on ne peut pas tout faire, aucun chercheur peut tout faire. Moi, ce que je pouvais apporter, c'était des analyses, je dirais, au ras de ce qui se passait concrètement maintenant de taux de mariage mixte, dans le rapport avec ce qui se passait sur le terrain en France, et j'ai pas eu l'énergie, ou ça m'est échappé, ce qui est bizarre d'une certaine manière, parce que moi, mes parents, moi je suis rentré à la conscience politique, j'ai vu la guerre d'Algérie. Mon père a porté des valises de fric pour le FLN. J'ai vécu sur l'arrivée de De Gaulle et du côté là. Enfin, j'étais vraiment là-dedans. En plus, moi, je suis né dans une France où il y avait beaucoup moins d'apparence physique différente. Quand j'étais gamin, dans la frange, je dirais, la plus bronzée de la population. Et moi, je me suis fait traiter de salbico comme n'importe quel arabe. Je sais exactement ce que les populations d'origine arabe ont vécu. Vous voyez, il y avait une époque où j'en avais tellement marre que quand j'étais confronté à un flic, j'avais déjà un certain âge, je prenais immédiatement mon accent le plus bourgeois pour qu'on m'emmerde pas. Donc je sais toutes ces choses, mais je n'ai pas eu le temps d'utiliser dans mon travail, on ne peut pas tout faire. Bien, merci beaucoup à Emmanuel.